Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci aux courageux qui se sont levés pour venir nous écouter dès 9 h du matin. On est ravis d'être ici, présents. On est ravis d'avoir été invités par le Cancéropole dans cette belle ville de Grenoble pour passer un moment tous ensemble pour discuter de la recherche collective sur les cancers de l'enfant, comment avancer dans leur prise en charge diagnostique, thérapeutique et potentiellement, on espère, prévenir certains cancers qu'on pourra revoir avec le docteur Casté et le professeur Hainaut. Donc je me présente, moi je suis le professeur Karine Alphon-Domenech, je suis pédiatre hémato-cancérologue, je suis chef du service d'immunohématologie et cancérologie pédiatrique à l'IHOP, l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique à Lyon. Et j'ai également la chance de pouvoir travailler avec un groupe de recherche sur les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant pour essayer de mieux comprendre leur origine, leur développement et leur mécanisme de résistance. Et donc, c'est un honneur de pouvoir gérer cette session sur les cancers de l'enfant et sur les spécificités de la pédiatrie. Pour cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le docteur Marie Casté, qui pourra prendre la parole dans quelques minutes, qui est directrice de recherche INSERM et qui a son unité de recherche sur les cancers de l'enfant au sein du CRCL, le Centre de recherche en cancérologie de Lyon, avec toute une unité qui travaille sur différents types de tumeurs solides pédiatriques. Mais le docteur Casté est également l'animatrice scientifique essentielle du consortium d'excellence SOS-ROC qui unit des chercheurs de la région lyonnaise, Rhône-Alpine et Marseille, d'ématologues et de gens qui se préoccupent plus des tumeurs solides pour avancer tous ensemble sur la compréhension de l'origine de ces cancers pédiatriques pour mieux comprendre leurs mécanismes et on l'espère pouvoir développer des médecines de précision et de prévention. Et j'ai également la chance d'accueillir le professeur Hainaut qui dirige un groupe de recherche sur les prédispositions et mutations génétiques, en particulier la mutation P53, et qui nous donnera un très bel exemple de ce que peut donner ce genre de mutation lorsque on les retrouve chez des enfants et des adultes faisant des syndromes de lymphopénie et prédisposant au cancer, avec également des mesures de prévention à ce jour qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de prévenir la survenue de ces cancers, et qui est également le directeur du CLARA, qui organise aujourd'hui ce forum. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au docteur Casté qui va nous présenter une présentation intitulée « Jouer collectif pour comprendre les spécificités des cancers pédiatriques et accélérer la prévention et le soin ». À l'issue de ta présentation, Marie, on aura bien sûr un temps d'échange et de questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ici ce matin à Grenoble. Je suis grenobloise d'origine, donc c'est toujours sympathique de revenir ici. Je vais effectivement vous présenter un certain nombre d'éléments sur les cancers pédiatriques et puis aussi vous expliquer ce qu'on a structuré au niveau régional, interrégional et national pour essayer de mieux comprendre ces pathologies et d'accélérer dans la prévention et le soin, parce que vous verrez qu'il est indispensable, compte tenu des particularités de ces cancers, de mettre en synergie l'ensemble des expertises. Alors quand on parle de cancer pédiatrique, on parle en fait de 65 types différents de cancers qui touchent chaque année 2500 enfants de moins de 15 ans et 2400 adolescents entre 15 et 20 ans. Ce sont donc des pathologies qui sont beaucoup moins fréquentes que celles de l'adulte, fort heureusement, mais c'est tout de même la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant de plus de 1 an. Et puis surtout, il y a 2/3 des enfants et des jeunes qui présentent des séquelles à long terme dues au traitement et à la maladie. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui mesure l'incidence cumulée des problèmes de santé chez les anciens patients par rapport à ceux qui peuvent survenir chez leurs frères ou sœurs, eh bien à 20 ans, un ancien patient a globalement le même risque d'avoir un problème de santé grave que son frère ou sa sœur à 50 ou 60 ans. Donc, même si ces cancers sont beaucoup plus rares que ceux de l'adulte, c'est un vrai enjeu de santé publique parce que les enfants et les jeunes qu'on guérit heureusement de ces cancers vont devoir vivre tout au long de leur vie avec des séquelles et des problèmes de santé chroniques extrêmement importants.
Ce qu'on a observé sur l'évolution des traitements, c'est une amélioration rapide de la survie dans les années 70-90. Je vais peut-être me lever parce que sinon je ne pourrais pas pointer. Ce qu'on a observé, c'est une amélioration rapide de la survie dans les années 70-90 avec l'avènement des premières chimiothérapies auxquelles les enfants et les jeunes ont beaucoup mieux répondu que les adultes. Et ce qui fait qu'on n'a pas vraiment développé de programme de recherche fondamentale ou translationnelle qui leur soit dédié, parce qu'on s'est dit qu'il suffirait de transposer les résultats des adultes aux enfants pour arriver finalement à soigner tous ces jeunes patients. Et puis en fait, on s'est rendu compte que depuis les années 90-2000, eh bien, on est sur une relative stagnation. C'est-à-dire qu'on n'a plus de progression, contrairement à ce qui se passe chez les adultes, des courbes de survie, ou alors vraiment minimes. Et ça, c'est lié à l'échec justement de cette stratégie de transposition des solutions développées chez l'adulte. Les grands succès médicaux de ces dernières années chez l'adulte n'ont pas marché chez les enfants. Je pense par exemple à l'immunothérapie. Et c'est ça qui a déclenché la prise de conscience de la nécessité de développer des programmes de recherche dédiés à la cancérologie pédiatrique et au cancer des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en général. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? C'est un peu la question qu'on peut se poser, parce qu'a priori ce sont des tumeurs qui ont des oncogènes, des gènes suppresseurs de tumeurs, il y a de l'échappement, il y a de l'agressivité, il y a de l'invasion. On retrouve tous les marqueurs classiques de la tumorigénèse qu'on a chez l'adulte. Mais en fait, quand on s'intéresse un peu plus à leur biologie, eh bien, on voit des différences relativement importantes. La première différence, c'est que chez l'adulte, on est largement marqué par une prédominance de carcinome. C'est-à-dire qu'on a des tumeurs épithéliales et avec une accumulation progressive de mutations au cours des années qui explique probablement que ces tissus qui sont à l'interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur se trouvent particulièrement touchés par le développement de cancer. Mais quand on s'intéresse à la cancérologie pédiatrique et de l'adolescent, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a une prédominance de sarcomes, de tumeurs cérébrales et de leucémie. Et finalement, les carcinomes qu'on trouvait chez l'adulte sont extrêmement minoritaires. Si on rentre un peu plus dans leur biologie, avec les progrès qui ont été réalisés grâce au séquençage, eh bien, on se rend compte qu'ils ont une biologie singulière. Alors, ça a été très bien mis en évidence par cet article qui avait été publié dans Nature, qui a étudié le taux de mutation par mégabase dans des tumeurs pédiatriques ici, et puis dans des tumeurs adultes ici. Et ce qu'on a pu observer grâce à cette publication, c'est qu'en fait, dans les cancers pédiatriques, vous aviez un nombre beaucoup moins important de mutations et que parfois une seule mutation était suffisante pour induire la transformation d'une cellule normale en une cellule tumorale. Donc il y a une charge mutationnelle beaucoup moins importante et ça explique peut-être pour partie au moins l'échec relatif des approches de médecine de précision qui ont été développées ces dernières années et qui étaient centrées sur l'immunothérapie, qui est conditionnée aussi par le fait d'avoir une charge mutationnelle importante ou par le ciblage d'altérations génétiques qui en fait ne se retrouvent pas du tout dans les cancers pédiatriques. Et donc on a lancé des grands programmes de séquençage génomique, je pense par exemple au programme MAPIAC, qui était un programme national destiné aux enfants et aux adolescents à la rechute. L'idée c'était de séquencer leur génome, d'identifier des gènes activables sur le plan thérapeutique et d'inclure ensuite ces enfants et ces adolescents dans des essais cliniques basés sur l'utilisation de ces thérapies qui ciblaient ces mutations activables. Eh bien en fait, il n'y a quasiment aucun enfant qui a pu être inclus dans l'étape d'essai clinique parce qu'on retrouve très peu de mutations activables chez ces enfants et chez ces jeunes. L'autre point important par rapport à la prise en charge des enfants et des jeunes qui sont atteints de cancer, c'est le faible impact du style de vie. Chez les enfants, chez les adultes, on a pu mettre en place tout un tas de plans de prévention basés sur les comportements individuels et sur le fait de diminuer la consommation de tabac, d'alcool pour prévenir un certain nombre de cancers. Il est évident que chez les enfants et les adolescents, on est sur des stratégies de prévention qui sont à imaginer, puisque les comportements individuels jouent probablement un rôle limité, voire quasiment inexistant.
Et qu'en revanche, il y a tout à faire sur la définition du rôle de l'environnement, avec une problématique en termes de conduite d'études épidémiologiques, puisque ces cancers étant plus rares, eh bien, il y a une difficulté pour les épidémiologistes à mettre sur pied des cohortes de taille suffisante pour pouvoir discriminer parmi notre exposome qui est extrêmement complexe, ce qui peut effectivement jouer un rôle dans la survenue de ces cancers. Donc des facteurs environnementaux qui sont aussi différents de ceux de l'adulte. Et puis enfin, une forte composante ontogénique et du contexte développemental, c'est-à-dire qu'évidemment, on est chez des organismes qui sont en plein développement, en pleine dynamique évolutive. Et ça va aussi avoir un impact sur le phénotype de la tumeur. Et il n'est pas complètement anodin de voir qu'on a un pic d'incidence de certaines pathologies dans des fenêtres temporelles extrêmement précises. Le plus évident, le plus caricatural, c'est probablement l'ostéosarcome, une tumeur osseuse, avec un pic d'incidence qui est vraiment au moment de l'adolescence, au moment de la poussée de croissance, comme si le remaniement et le remodelage du tissu osseux qui avait lieu à ce moment-là, eh bien, était aussi bénéfique aux cellules tumorales et permettait l'apparition de ces tumeurs de manière préférentielle dans cette phase de croissance active. Ce que j'ai oublié de mentionner, mais qui va tout à fait avec le contexte développemental, c'est la forte composante épigénétique de ces cancers. Ça, c'est vraiment ce qui est apparu de manière extrêmement prégnante au cours des dernières années. C'est que les cancers des enfants sont des maladies épigénétiques. Pareil, un exemple caricatural de ça, c'est les gliomes de haut grade, dont on reparlera un peu après, dont on a découvert qu'ils étaient dus à une mutation de l'histone H3 qui va induire une désorganisation totale de la chromatine et un remodelage complet du programme transcriptionnel qui va induire la transformation des cellules tumorales et leur échappement. Donc, compte tenu de toutes ces différences, eh bien, il y a effectivement nécessité de développer des programmes de recherche sur les cancers des enfants et des jeunes. La problématique à laquelle on est confronté en tant que chercheur quand on veut s'attaquer au cancer des enfants et des jeunes, eh bien, c'est que ce sont des maladies rares, puisqu'elles représentent 2% du total des cancers. Et ça va complètement conditionner la manière de travailler, parce que évidemment, vous ne pouvez pas simplement aller voir votre clinicien en lui disant bon, j'ai envie de développer un projet sur les cancers du côlon. Est-ce que dans les 6 mois, on peut arriver à monter une petite cohorte d'une centaine de cas, on fait un RNA sec, un petit single cell, on compare avec normal tumoral, patient bon répondeur, mauvais répondeur, et puis on voit ce que ça donne. Moi, je travaille sur les rhabdomyosarcomes. Les rhabdomyosarcomes à Lyon, qui est un gros centre de recrutement, il y en a 5 à 6 cas par an. Donc si je veux avoir 100 cas, il faut que j'attende 20 ans, je serai à la retraite. Donc il est indispensable de revoir complètement notre manière de penser la recherche et effectivement de jouer collectif. Et il faut jouer collectif parce qu'en fait, en plus de la rareté des cas, il y a une rareté du matériel. C'est-à-dire que chez les enfants, on ne fait pas une chirurgie d'emblée. Dans la plupart des cas, on fait d'abord une chimiothérapie. Donc le seul matériel qui est disponible pour la recherche, eh bien, ce sont des microbiopsies. Donc les cas sont rares et le matériel est rare, puisqu'une fois que le soin est passé par là, qu'il y a éventuellement eu des programmes de séquençage pour faire rentrer les enfants dans des essais cliniques ou dans le programme France Médecine Génomique, et ben pour la recherche, globalement, il reste pas grand-chose et il y a beaucoup de mains autour pour s'emparer de ce qui reste. Et puis, on n'a pas de modèle. En fait, il y a très peu de lignées cellulaires. Il y a très peu de modèles qui soient caractéristiques des particularités des cancers pédiatriques. Donc, quand on a fait ce constat en 2018 avec les chercheurs en France, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne le temps de suivre un process en 3 étapes, structurer la recherche, développer des modèles, et puis ensuite prendre le temps d'étudier ces modèles. Il manque un petit graphique ici, mais vous l'imaginerez, c'était un single cell pour dire qu'il fallait les étudier dans le temps et dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'abord au niveau national ? Eh bien, en décembre 2017, on a fait des états généraux de la recherche en cancérologie pédiatrique auxquels ont participé des chercheurs, des cliniciens, des juristes et des associations, des parents. Et on a essayé de faire un espèce d'état des lieux de ce qui existait et de ce qui n'allait pas. Et suite à ces états généraux, il a été décidé de mettre en place un réseau qui s'appelle React for Kids, pour Researchers Acting in Pediatric Oncology,
oncologie, qui a donc été fondée en juin 2018. À l'époque, on était une dizaine de chercheurs. On est aujourd'hui 450 en France, mais aussi à l'international, puisque c'est une initiative qui n'existe pas ailleurs dans le monde et qu'on est donc progressivement rejoint par nos collègues à l'international. Les objectifs de ce réseau de recherche fondamentale et translationnelle, ils sont extrêmement simples. Promouvoir les collaborations, la mise en synergie, le partage des expertises et des modèles, et puis finalement répondre aussi à des problématiques communes, et on va en reparler juste après avec la première chose qu'on a réussi à faire tous ensemble. On organise des congrès annuels. On organise aussi tout un tas de programmes pour les jeunes chercheurs, avec notamment 2 jours qui s'appellent Youth for Kids, qui ont lieu tous les ans, où ce sont les jeunes chercheurs qui prennent le pouvoir. Donc ce sont les doctorants, les post-doctorants qui réalisent eux-mêmes leurs programmes, qui font les présentations. Nous, on est là en tant que spectateurs, mais on doit se taire. Il y a aussi des intervenants extérieurs qui parlent de l'avenir, de la suite, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur carrière scientifique. Et on forme aussi les biologistes, les jeunes biologistes à la bioinformatique, parce que je pense que vous avez tous conscience que ce sera plus possible de faire de la biologie sans faire de la bioinformatique et qu'il faudra au moins être capable de dialoguer avec nos collègues bioinformaticiens dans les prochaines années. Et puis on a aussi des séminaires mensuels avec des invités internationaux. Et tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un réseau dynamique, extrêmement connecté, avec des collaborations qui se retrouvent renforcées à l'échelle nationale et internationale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait aussi pour ambition de répondre à des problématiques communes. La première problématique sur laquelle on s'est posé tous ensemble, c'était celle de l'accès et du partage des données multiomiques. En fait, quand on a fait un sondage dans le réseau en 2018, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait 90% des équipes de recherche qui ne disposaient que des données publiques, c'est-à-dire les données qui sont dans les entrepôts de données publiques, Géo, Euraexpress, voilà, toutes ces banques de données. 90% des chercheurs ne disposaient que de ces données-là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de collection propre pour générer leurs propres données. Et 90% n'arrivaient pas à les utiliser, ce qui faisait finalement 100% de ceux qui avaient besoin de ces données. Pourquoi ? Eh bien parce que ces données, elles étaient dispersées partout sur le web, dans des plateformes différentes, sous des formats tous plus compliqués les uns que les autres, et surtout parce qu'il manquait cruellement de données cliniques associées. C'est-à-dire qu'on a des grandes cohortes de transcriptomiques avec 1000 patients, mais 0 données cliniques. Donc pour faire des analyses différentielles, c'est relativement complexe. Donc on a pris la décision de mettre en place un entrepôt de données qui s'appelle Share for Kids, avec l'ambition de faire de cet entrepôt de données un espèce de répertoire qui soit accessible à l'ensemble des chercheurs. On a lancé ce projet en 2020 avec le soutien de l'INCa, à hauteur d'1 million d'euros. Ça a mis 5 ans et il a ouvert il y a 15 jours, donc on est très contents. Évidemment, l'aventure s'arrête pas là, mais je vais vous expliquer un peu les différentes étapes qu'il a fallu poursuivre. La première étape, ça a été de structurer cet entrepôt de données sécurisé avec les équipes de la DSI du CLB, de manière évidemment à se conformer aux exigences en matière de réglementation sur les données de santé. Et puis ensuite, il a fallu imaginer une interface d'accès à ces données qui respecte là encore le cadre du RGPD, pour permettre aux chercheurs d'accéder aux données qui étaient contenues dans cet entrepôt. On a choisi pour ça de travailler avec une start-up qui s'appelle Adeline Science, qui a d'ailleurs une antenne à Grenoble, et de développer une interface qui permette au sein d'espaces de travail collaboratifs, aussi bien aux bioinformaticiens qu'aux chercheurs, de travailler. Donc pour les bioinformaticiens, vous voyez qu'ils peuvent accéder à une interface où ils peuvent déployer RStudio, Jupyter Lab et tous les outils dont ils ont besoin pour directement accéder à l'entrepôt et travailler sur les données qui restent stockées dans l'entrepôt via cette interface. Et puis pour les biologistes comme moi qui maîtrisent pas R et Jupyter Lab, eh bien il y a des outils d'exploration, que ce soit pour les données bulk ou pour les données single cell, et vous pouvez déterminer la valeur pronostique de l'expression d'un gène, regarder si votre gène est exprimé dans tel ou tel cluster, etc., etc. Évidemment, cet entrepôt, on l'a rempli avec plein de données, donc avec des données publiques, mais aussi des données multiomiques, bulk et single cell. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition des chercheurs un ensemble de données qui leur permettent de travailler sur la dynamique évolutive du cancer au cours du temps, au cours de l'espace, en comparant tumeurs primaires et métastases, et puis entre patients et modèles.
Une fois qu'on a eu structuré cet échelon national, on s'est attaqué à l'échelon régional et interrégional en structurant un centre d'excellence en oncopédiatrie qui, là encore, a bénéficié d'un label de l'INCa autour de 3 établissements hospitaliers, l'IHOP, le Centre Léon Bérard et les Hospices civils de Lyon, et puis l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et puis de tout un tas de centres de recherche en cancérologie avec le CRCL et le CRCM, et puis plus spécialisés avec des instituts qui sont spécialisés dans le développement ou dans l'immunologie, par exemple. On a également impliqué dans la création de ce centre d'excellence des associations de patients. Et tous ensemble, ce qu'on ambitionne, c'est d'essayer de travailler sur la composante développementale des cancers pédiatriques, avec une approche qui est vraiment centrée sur les mécanismes du développement qui sont réactivés dans ces tumeurs pour en faire des cibles thérapeutiques, avec l'idée de définir, comme je vous l'ai dit en introduction, l'impact de l'âge sur le soin et le suivi à long terme. Et puis enfin, avec l'idée d'étudier aussi l'impact de l'environnement, en faisant travailler ensemble des biologistes qui disposent de modèles d'études et des épidémiologistes pour essayer de pallier à la petite taille des cohortes de patients. Et pour finir, je vais juste vous présenter en 2 minutes ce qu'on fait une fois qu'on a mis tout ça en place, ce qu'on fait une fois que bien finalement ces circuits d'échantillons sont optimisés, que ces collaborations sont mises en place. Donc je vais partir de l'exemple de ce qu'on fait dans mon équipe. On a passé 4 ans à développer des modèles organoïdes à partir de microbiopsies de patients en s'appuyant sur tout un réseau de collaborations cliniques, y compris à l'étranger. Et on a notamment, à partir de biopsies diagnostiques, post-traitement ou à la rechute, développé des modèles organoïdes de rhabdomyosarcome et de gliome. Ces 2-là sont publiés, les autres sont en cours de publication. L'idée, c'est d'optimiser les milieux de culture de manière à pouvoir avoir un protocole qui permette de préserver exactement dans nos modèles les caractéristiques de la tumeur telles qu'elles existaient chez le patient, que ce soit sur le plan histologique ou sur le plan multiomique. Donc c'est ce qu'on a fait pour les rhabdomyosarcomes, qui sont des tumeurs du muscle. Comme vous pouvez le voir ici, à partir de 2 microbiopsies, on a été capable de développer des modèles organoïdes qui préservent les caractéristiques de leur tumeur d'origine. Et vous pouvez voir qu'on préserve notamment l'hétérogénéité interpatient, puisque d'emblée, et même à l'échelle microscopique, eh bien, ces organoïdes sont extrêmement différents. Et que la préservation des caractéristiques de leur tumeur d'origine, elle va aussi au niveau transcriptomique, comme vous pouvez le voir sur ces PCA, où on a un clustering des tumoroïdes qui accompagne celui de leur tumeur d'origine. Et puis au niveau de l'hétérogénéité intratumorale, puisqu'on a pu montrer que ces tumoroïdes préservaient le continuum de différenciation observé dans les biopsies avec des progéniteurs musculaires et des myoblastes prolifératifs plus différenciés. On a montré le potentiel d'utilisation en préclinique de ces organoïdes en montrant que il y avait notamment un point de blocage dans les voies d'exécution de l'apoptose dans les rhabdomyosarcomes qui est lié à la surexpression de BIRC5. Et pourtant, lorsque BIRC5 a été ciblé chez les patients, ça a fait l'objet d'essais cliniques, et bien ça ne marchait pas. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça ne marchait pas parce que BIRC5 est exprimé en réalité uniquement par le cluster de myoblastes prolifératifs, mais pas par le cluster plus progéniteur. Et que donc, lorsque l'on traitait uniquement les organoïdes avec l'YM155, qui est l'inhibiteur de BIRC5, eh bien, on avait rapidement une repousse post-traitement qui était liée à la persistance de ce cluster BIRC5 négatif. Et qu'il fallait donc combiner le traitement anti-BIRC5 avec un inhibiteur de type érastin qui va cibler le cluster plus progéniteur pour pouvoir éliminer totalement les cellules tumorales et éviter la rechute et la repousse. Et puis l'autre exemple que je vais vous donner Oula, alors là, la dia elle est partie complètement en cacahuète, mais c'est pas grave, vous allez me croire sur parole. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est celui des organoïdes de gliome. Donc on a suivi le même processus à partir de microbiopsies. On a été capable de dériver des modèles organoïdes à partir d'échantillons de patients, de montrer qu'ils préservaient finement les caractéristiques histologiques, y compris dans l'expression d'un certain nombre de marqueurs clés. Croyez-moi sur parole, ils préservent aussi les caractéristiques transcriptomiques et génomiques, parce que c'est pas censé être ça du tout ici. Je pense que c'est le PDF qui a fait des couacs. Et surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est leur potentiel d'utilisation en préclinique, qui heureusement est toujours présent sur la dia, puisqu'on a pu montrer par exemple que
lorsqu'on a dérivé un organoïde d'un patient qui avait une première rechute et puis du même patient à la deuxième rechute, eh bien qu'on était capable de mimer ce qui se passait et les phénomènes de résistance qui étaient apparus chez ce patient. Le patient avait une translocation qui était ciblable par un composé qui s'appelle le larotrectinib, et comme vous voyez ici, l'organoïde qui a été dérivé à la première rechute était effectivement sensible à ce larotrectinib, mais ensuite, au fur et à mesure du traitement, est apparu chez ce patient, et ce qui a provoqué une deuxième rechute, une mutation qui a empêché l'action du larotrectinib. Et puis vous voyez que lorsqu'on a dérivé l'organoïde issu de cette deuxième rechute, eh bien on mimait cette résistance. Et donc ça c'est extrêmement important parce qu'en fait on a aussi montré qu'il était possible de miniaturiser le système de drug testing de manière à utiliser ces composés qui miment au plus près les caractéristiques et les réponses des tumeurs des patients dans un cadre préclinique pour, de fait, être capable de mettre en place des stratégies de médecine de précision. Voilà, donc j'en ai terminé. Je pense que le message, c'est que ça fait 50 ans qu'on cherche sur le cancer, ça fait 50 ans que les premiers plans cancer ont été lancés, ça fait 50 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on collabore, mais je pense que sur des pathologies comme les cancers des enfants et des jeunes, il faut qu'on le fasse vraiment et qu'on se dise que notamment les données et le matériel, les biopsies qui viennent des patients, c'est un bien commun et qu'il n'y a qu'en jouant collectif qu'on arrivera à comprendre pour soigner ces jeunes patients qui sont atteints de cancer. Tu peux le garder, c'est bon. Non, ouais. Merci beaucoup Marie pour cette présentation extrêmement claire et didactique et qui effectivement, je pense, résume tout. On a besoin de travailler tous ensemble pour avancer dans ces pathologies rares. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions au docteur Castet ? Oui, bonjour. Anna Larèche, chercheure INSERM à Brain-Tech Lab à Grenoble. Donc, je suis physicienne et mes questions en général sont souvent naïves. Moi, je suis très intéressée par les organoïdes. Donc, on parle de micro-environnement tumoral en général. Donc, vous regardez souvent l'aspect génétique, génomique, etc. Qu'en est-il du micro-environnement du point de vue reproduction, de la microvascularisation, de l'œdème, et puis aussi de toute la dynamique cellulaire et moléculaire qui peuvent être dans ces organoïdes? Alors, c'est pas une question naïve. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des modèles réductionnistes. C'est-à-dire que c'est vraiment des modèles dans lesquels il y a seulement la composante tumorale et le stroma n'est pas présent. Maintenant, effectivement, l'étape 2, c'est d'introduire cette composante du micro-environnement, donc à la fois la vascularisation, mais aussi les macrophages, la composante immunitaire, les fibroblastes, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut reproduire les contraintes mécaniques aussi qui existent dans le tissu et qui n'existe pas dans nos modèles pour l'instant, de manière à gagner encore en mimétisme par rapport au comportement de la tumeur d'origine et de reproduire au plus près les interactions qu'elle peut avoir avec son micro-environnement. Donc ça, c'est pour la première réponse, c'est vraiment le challenge qu'on s'est fixé pour les prochaines années, c'est-à-dire de complexifier les modèles. Nous, précisément, on s'intéresse très peu à la génétique et à la génomique, et beaucoup à la dynamique transcriptomique et épigénétique. On est vraiment sur des approches justement, et notamment parce que chez les enfants il y a peu de mutations, d'essayer de reconstituer la trajectoire oncogénique des cellules tumorales dans le temps et dans l'espace. Donc on fait beaucoup de comparaisons, par exemple pré- et post-traitement, c'est-à-dire qu'on soumet nos organoïdes à des traitements, et puis on va caractériser en single-cell, RNA-seq et attaque-seq à différents temps de traitement et post-traitement et au moment de la repousse, pour essayer vraiment de comprendre la dynamique d'évolution des populations de cellules tumorales au sein de la tumeur. Et on fait la même chose en intégrant aussi la dimension spatiale, c'est-à-dire qu'on va par exemple greffer ces organoïdes, prélever les cellules au site primaire et au site métastatique et voir dans quelle mesure eh bien, on a des évolutions qui sont liées justement au fait que les cellules tumorales se retrouvent dans des environnements différents. Donc on est beaucoup plus sur une évolution justement dynamique spatio-temporelle, épigénétique et transcriptionnelle. D'autres questions ? J'ai une question tout à fait naïve aussi, c'est le mécanisme dont vous parlez de dynamique spatio-temporelle, c'est extrêmement intéressant, mais quel est le système d'auto-renouvellement ou d'auto-organisation de ces organoïdes au cours du temps?
Alors, on pensait initialement, c'était la théorie des cellules souches, qu'il y avait un pool de cellules souches et puis qu'elles se différenciaient et puis que, bon voilà, en fait, il y avait cette persistance de ce pool de cellules souches qui faisait qu'en permanence, on avait reconstitution de l'ensemble des populations de la tumeur. Bon, en réalité, maintenant, ce qu'on a compris, c'est que tout est plastique. C'est-à-dire que même les cellules les plus différenciées sont capables de se reprogrammer et de réacquérir des propriétés souches et de reconstituer l'ensemble du bulk de la tumeur, de l'ensemble des populations de la tumeur, ce qui complexifie beaucoup le système parce que ça veut dire qu'on n'a plus une trajectoire unique, mais qu'on a des trajectoires possibles au sein de la tumeur et surtout qu'on n'a plus un ennemi public numéro 1 qui était les cellules souches dans les 10 dernières années, mais que maintenant il faut considérer y compris les cellules les plus différenciées, comme étant potentiellement à risque de rechute. Et ça c'est un peu un changement de paradigme parce que dans par exemple dans certaines pathologies, et notamment les rhabdomyosarcomes, on avait pensé à des stratégies de différenciation. C'est-à-dire qu'on voulait différencier les cellules avec l'idée qu'on pourrait finalement les débloquer et achever leur processus de différenciation et que ça, ce serait une stratégie pour une stratégie thérapeutique. Ça semble plus compliqué parce qu'en fait, même dans les poules de myoblastes les plus différenciés, eh bien, on a un certain nombre de cellules qui sont capables de se dédifférencier et de redonner des cellules souches. Voilà, donc c'est vrai que notre vision de la dynamique de l'évolution tumorale, elle a beaucoup changé ces dernières années. D'autres questions dans la salle ? Alors, juste avant de passer la parole pour la prochaine présentation, moi j'ai une question. Mais c'est une petite question. Justement, dans le cadre, je pense que tu le dis très bien et tu sais que je partage totalement cette idée, que les cancers pédiatriques, il y a une part non négligeable liée au développement de l'enfant. Comment toi tu vois les choses sur finalement le lien commun entre les cancers fluides hématologiques et les tumeurs solides qui vont se déclencher chez les jeunes enfants comme les leucémies, néphroblastomes, neuroblastomes, parce que je suis persuadée qu'il y a des liens communs, mais comment tu penses qu'on peut avancer dans ces mécanismes de compréhension ? Alors en fait, quand on parle d'origine développementale des cancers pédiatriques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de deux choses. La première, c'est d'essayer de trouver la cellule d'origine, et ce dont on s'est rendu compte ces dernières années et qui était assez déstabilisant, c'est qu'en fait, probablement, il y a un certain nombre de mutations dans les leucémies et dans les tumeurs solides qui arrivent dans la période fétale. C'est-à-dire que ces mutations, elles préexistent et elles vont rester latentes pendant des années jusqu'à percevoir des signaux du micro-environnement ou de l'organisme qui vont déclencher l'apparition d'une tumeur, parfois des années plus tard. Donc il y a déjà toute une stratégie en termes de modélisation qui est à réfléchir de manière commune pour essayer de comprendre ce qui déclenche la réactivation et le réveil de ces cellules qui peuvent rester latentes. Et puis aussi des stratégies de prévention. On en voit les ébauches dans le méduloblastome avec des travaux par exemple de Michael Tyler qui ont montré qu'en fait les méduloblastomes qui apparaissent parfois chez des enfants, des adolescents qui ont une dizaine d'années, eh bien en fait il y aurait des signes avant-coureurs et en fait les premières marques pré-néoplasiques seraient repérables dès la naissance. Et donc ça change aussi complètement les stratégies de prévention et de suivi parce qu'il va falloir détecter peut-être de manière beaucoup plus précoce chez ces enfants ces marqueurs pré-néoplasiques pour éviter l'apparition de ces maladies. Et puis après, bien sûr, la deuxième idée quand on parle de composante développementale, c'est la réactivation de programmes embryonnaires, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui vont de manière aberrante réactiver ces signaux développementaux. Et là, à mon avis, on peut avoir vraiment des mécanismes et des voies de signalisation qui sont communes et des programmes, des modules de développement embryonnaire qui sont communs dans les leucémies et les tumeurs solides. Et ça va être extrêmement intéressant de comparer les deux pour voir si justement ces modules communs existent et si on a des stratégies thérapeutiques qui peuvent être déployées à la fois dans le champ des hémopathies et dans le champ des tumeurs solides. Donc il y a un vrai enjeu à casser un peu aussi les frontières qui existent entre les pathologies et avoir des approches pan-cancer sur ces tumeurs-là. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette réponse. Bien, s'il n'y a plus de questions dans la salle, je vous propose qu'on passe à la deuxième présentation, qui
qui va être fait donc par le professeur Pierre Reynaud, qui est donc président du directoire du cancer au pôle Clara et qui dirige une unité de recherche sur les prédispositions et en particulier les mutations de P53 et qui va nous parler du syndrome de l'Ifroménie comme exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon, un plaisir de pouvoir vous parler, non pas du cancéropôle pour une fois, mais de mon activité de recherche sur le gène P53 et en particulier sur le syndrome de l'Ifroménie. Donc tout d'abord, oui, peut-être... voilà. Merci. Si j'arrive à le faire fonctionner. Voilà. Pas trop vite. Voilà. Bon, donc la question qui nous concerne ici, dans le cadre de ce petit survol de la problématique des recherches sur les cancers pédiatriques, c'est qu'une grande partie des cancers d'origine des cancers pédiatriques ont une origine génétique. De 10 à 20% des cancers pédiatriques sont caractérisés par la présence de mutations prédisposantes. Il y a un certain nombre de syndromes qui sont bien caractérisés, qui représentent peut-être 5 à 10% de tous les cancers pédiatriques, mais avec le recours systématique au séquençage, on se rend compte qu'en fait, il y a une grande traînée avec beaucoup de mutations probablement rares et encore mal connues qui peuvent influencer le développement de ces cancers. Et donc, ça peut représenter une proportion relativement importante de ces cancers. Et parmi les prédispositions connues, la plus fréquente est la mutation germinale du gène P53, qui est associée à un syndrome, le syndrome de l'Ifroménie, qui a été décrit à la fin des années 60. C'est un syndrome qui est caractérisé par des cancers multiples, avec en particulier la formation de sarcomes, de certaines formes de tumeurs du cerveau, de tumeurs pédiatriques tout à fait caractéristiques sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus loin, et puis aussi d'un certain nombre de cancers chez l'adulte. Ce n'est pas un syndrome strictement pédiatrique, il y a un risque de cancer qui s'étend sur toute la vie, mais la pénétrance du cancer en âge pédiatrique est importante. À peu près un patient, un porteur de mutation sur 4 va déclencher un cancer avant l'âge de 18 ans. Voilà un extrait du très bel article que Marie a aussi utilisé, qui est le travail d'un consortium allemand, Grobner et leurs collègues, publié dans Nature en 2018, qui ont analysé une cohorte d'un petit peu moins d'1 millier de patients pédiatriques avec une caractérisation génomique assez complète, et qui ont montré dans une cohorte de ce type-là que la prévalence de portage de mutations de P53 est de l'ordre d'à peu près, excusez-moi, j'ai du mal avec voilà, est de l'ordre d'à peu près 3%. C'est ce que vous voyez là, ça marche ça? Enfin, vous devez là, lever le doigt là, hein, à peu près 3%, et ça représente la prédisposition la plus fréquente dans une cohorte de ce type-là. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'ampleur. On pense qu'à peu près, il y a une mutation de P53 pour à peu près 3 à 5 000 naissances. Et donc ça représente probablement le portage de mutation de P53 est probablement influent dans 2 à 4% de tous les cancers observés chez l'enfant. Alors, comme je vous l'ai dit, un cancer avec des localisations, une prédisposition avec des localisations multiples, des tumeurs cérébrales, des sarcomes des tissus mous, des ostéosarcomes, de façon très caractéristique des tumeurs de l'enfant, des corticosurrénalomes, et également des leucémies et des lymphomes. Et ici, voici un petit peu une analyse des trajectoires de cancer en fonction de l'âge que nous avons publié il y a quelques années, dans lequel, en fait, on distingue, dans le syndrome, on distingue 3 phases. Une phase infantile, une phase vraiment pédiatrique, la childhood phase, puis une phase chez l'adulte jeune, et puis une phase chez l'adulte plus âgé. Et la phase jeune, en fait, est très caractéristique, avec 4 tumeurs qui sont vraiment des signatures du l'Ifroménie chez l'enfant, le corticosurrénalome, certaines formes de rhabdomyosarcome, des méduloblastomes et des tumeurs du plexus choroïde. Donc tous des cancers rares, très rares chez l'enfant. Et la présence de ces formes de cancer chez l'enfant est pratiquement une signature diagnostique du l'Ifroménie. Ensuite, chez les adolescents, on voit d'autres formes de sarcomes, sarcomes des tissus mous, des fibrosarcomes en particulier, et de façon très caractéristique, des ostéosarcomes, exactement dans la plage d'âge dont parlait Marie.
Et donc après, plus tard, chez la femme jeune en particulier, on voit des cancers du sein qui apparaissent très tôt, dès la vingtaine, avec un âge d'apparition médian qui est avant l'âge de 30 ans. Et puis d'autres cancers au fur et à mesure du développement de la vie. Comme vous voyez, c'est un phénotype, ce sont des phénotypes absolument dramatiques. Et plus on avance dans la vie, plus les cancers commencent à ressembler à ceux que l'on trouve de façon générale dans la population. Alors, le poids de ces cancers le poids de ces cancers chez l'enfant est bien illustré dans ces graphiques ici, où nous avons fait une estimation du risque absolu de développer des cancers à différentes tranches d'âge au cours de la vie, en comparant les porteurs de mutations de P53 en orange avec la population générale, données épidémiologiques de la population générale en bleu. Et donc vous voyez, dans la population générale, la proportion de cancer à l'âge de 30 ans est de l'ordre de 1%, et puis le risque de cancer augmente fortement au cours de la vie, avec un risque absolu qui est de l'ordre de 10 à 15% chez les tranches d'âge de 60 à 80 ans. Et vous voyez, chez les porteurs de mutations de P53, on a un graphique qui est tout à fait inverse, avec un risque absolu qui est extrêmement élevé jusqu'à l'âge de 30 ans, puis qui tend à diminuer plus tard pour les âges les plus élevés. Et ce qui est très intéressant, comme vous voyez le graphique de droite, si vous faites le rapport de l'un sur l'autre, vous voyez que l'excès de risque de cancer dans la tranche d'âge 0 à 10 ans et puis dans la tranche d'âge 10 à 20 ans est presque de l'ordre de 100 fois par rapport à la population générale. Dans la tranche d'âge 50-60 ans, il est égal à la population générale. Et on a un certain nombre de survivants du syndrome de Li-Fraumeni, donc de personnes qui portent des mutations pathogéniques de P53 et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas développé de cancer au cours de leur vie. Et ces personnes sont protégées parce que leur risque de cancer au-delà de l'âge de 50 ans est très nettement inférieur à celui de la population générale. Donc ça, c'est très intéressant en soi parce que ça donne l'idée que ces personnes portent une mutation de P53, mais portent peut-être aussi dans leur génome des facteurs qui sont capables de contrecarrer l'effet de cette mutation et peut-être même de contrecarrer, d'avoir un effet, je dirais, de protection générale sur le risque de cancer. Alors, une caractéristique intéressante du syndrome de Li-Fraumeni, c'est que le profil des cancers auxquels on a affaire dans ce syndrome est extrêmement différent du profil des cancers dans lequel le gène P53 est souvent muté d'origine somatique. Comme vous le savez probablement, P53, c'est le gène le plus souvent muté dans à peu près n'importe quel type de cancer. Mais les cancers dans lesquels P53 est très souvent muté ne sont pas nécessairement ceux que l'on retrouve dans le syndrome de Li-Fraumeni. C'est une caractéristique unique en soi parce que pour de nombreux syndromes de prédisposition, quand vous avez un gène muté de façon somatique, vous pouvez aussi l'avoir de façon germinale. Par exemple, le gène APC dans les cancers du côlon, il est muté de façon somatique dans beaucoup de cancers du côlon. Quand une mutation germinale, la mutation de ce gène donne des cancers du côlon. Même chose, BRCA1, cancer du sein, il y a une correspondance entre les mutations germinales et somatiques. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est très caractéristique. La plupart des cancers qui ont des mutations somatiques de P53 sont des cancers qui sont dérivés de l'endoderme. Et en particulier des cancers du poumon, des cancers de la voie du tractus digestif, tandis que les cancers que l'on voit apparaître chez Li-Fraumeni sont des cancers qui sont dérivés du mésoderme et de l'ectoderme, qui généralement contiennent moins de mutations somatiques de P53, de 15 à 25% de mutations somatiques de P53. Donc ça montre qu'on a un processus de tumorigenèse qui est très très différent et qui est très lié au type cellulaire concerné. Alors, comment est géré le syndrome de Li-Fraumeni ? Actuellement, c'est d'abord, au départ, la détection de la mutation de P53, sur base de critères cliniques qui permettent d'orienter les patients et les familles, des tests moléculaires, détection d'une mutation, classification de la mutation comme pathogène ou non pathogène, et à partir du moment où elle est pathogène, les patients se voient proposer un protocole de surveillance qui est basé essentiellement sur de l'imagerie, avec de l'échographie chez l'enfant pour la détection notamment du corticosurélanome, et puis le recours à l'IRM corps entier et IRM cérébral pour la détection du risque de sarcome, d'ostéosarcome, de tumeur cérébrale, et le suivi évidemment en plus par imagerie mammographique pour le risque de cancer du sein chez la femme jeune. Et les résultats montrent que ces protocoles marchent bien
Ils sont maintenant appliqués de façon très très transversale et ils montrent qu'ils permettent la détection très précoce de la survenue des cancers chez les patients avec une prise en charge rapide qui permet d'améliorer très fortement la survie. La prise en charge thérapeutique se fait essentiellement sur la base de ce qui est proposé pour le cancer correspondant, même quand il n'est pas d'origine génétique, avec une retenue sur l'utilisation de la radiothérapie et de certaines formes de chimiothérapie, sur la base de dire que la présence d'une mutation de P53 peut peut-être favoriser la survenue d'événements adverses quand on utilise ce type de traitement. Alors, dans notre équipe, on est intéressé par le fait de comprendre comment, quelle est la base de la variabilité individuelle, parce que la maladie est extrêmement difficile à prédire d'une famille et d'un enfant à l'autre. Et donc, nous nous sommes intéressés à la diversité des variantes P53. Il y a énormément de mutations différentes dans le gène, donc est-ce qu'elles sont toutes également sévères? Nous nous intéressons également à des facteurs qui sont capables d'atténuer la pénétrance, et en particulier la diversité des allèles de P53 porteurs de mutations et la capacité éventuellement pour les patients de développer une réponse immunitaire contre les variants de P53 qu'ils portent. Et le résultat de certains de nos travaux, donc nous avons utilisé, en agrégeant les données fonctionnelles disponibles sur les variants de P53, il y a de nombreuses données sur l'activité de ces variants, sévères, moins sévères, dans des modèles cellulaires, expérimentaux, etc., qui ont été traités de façon systématique. Nous avons développé une classification fonctionnelle de ces variants qui ont permis d'identifier une vingtaine de clusters. Et à partir de ces clusters, 5 classes de variants. Et que ces 5 classes de variants, c'est le travail d'Émilie Montelier, auquel s'ajoute d'ailleurs le travail de Deborah Schönegger qui présente un poster sur les variants d'épissage de P53. Ça nous a permis de définir 5 classes de variants qui représentent en fait un gradient phénotypique. Et lorsque l'on applique au syndrome de Li-Fraumeni, comme vous voyez, vous avez le risque de cancer au cours de la vie en fonction des classes de variants. On distingue des classes de variants sévères, lesquelles sont plutôt en rouge, des variants un peu intermédiaires qui sont en vert, et puis les variants moins sévères qui sont dans les catégories bleues. Et donc on arrive à séparer des formes différentes en termes de risque, en particulier dans la tranche d'âge pédiatrique, c'est ce que vous voyez en dessous, où ce sont les variants bleus et les variants rouges qui portent la plupart du risque. Et quand on regarde les phénotypes qui sont associés à ces cancers, on voit également qu'on a affaire à des formes un petit peu différentes du syndrome de Li-Fraumeni. En particulier, le risque de sarcome diminue très fortement entre les variants des catégories bleues et des catégories rouges et vertes. Par contre, le risque de certains cancers, comme celui de la glande surrénale et le risque de cancer du sein, reste très élevé dans les variantes catégorie bleue, notamment, en particulier aux autres catégories. Donc on voit qu'on a une atténuation en fonction du type de variant, mais cette atténuation elle n'est pas la même pour différents types de cancers. Donc à partir de là, on peut élaborer un certain nombre de propositions qui permettent de rationaliser, d'améliorer, un petit peu d'affiner les propositions de surveillance qui pourraient être faites aux patients, et c'est un aspect sur lequel nous sommes au travail pour le moment. Alors, un autre aspect qui nous intéresse énormément est l'idée que même lorsque des patients sont porteurs de variants de type sévère, c'est ce que nous appelons les variants de classe A, un certain nombre de ces variants sont potentiellement maintenant décrits comme étant capables d'activer une réponse immunitaire. Et le premier critère pour ça, il faut que les patients soient porteurs de HLA qui soient éventuellement capables de présenter de façon adéquate les variants pour qu'ils soient reconnus. Et donc nous avons pris les variants les plus fréquents, parmi les variants sévères, les variants les plus fréquents. Donc ce sont des variants pour lesquels nous disposons de données sur un nombre suffisamment grand de patients pour regarder quel est l'impact de ces variants en termes d'accumulation des cancers en fonction de l'âge. C'est ce que vous voyez dans les 2 graphiques en haut à gauche. Et en fait, vous voyez qu'entre le variant le plus sévère, qui est le variant Y220C, et le variant un peu moins sévère, qui est le variant R213Q, on a tout un gradient de variants en fait, qui sont pénétrance plus ou moins importante, avec des âges médians d'apparition de cancer qui diffèrent. Et donc nous avons utilisé une prédiction automatique pour 145 HLA communs sur plus de 2600 variants.
Et ce que vous voyez dans les deux graphiques en bas à gauche, les deux graphiques de gauche, c'est qu'il y a une relation extrêmement nette entre l'âge médian d'apparition du cancer et l'affinité minimale prédite de ces variants. C'est-à-dire que si un variant est prédit comme ayant une bonne affinité pour un HLA, l'âge d'apparition, une bonne affinité, c'est-à-dire bien, une bonne reconnaissance, l'âge d'apparition du cancer va être fortement délayé, va être fortement retardé. Et l'autre critère qui semble également être important, c'est évidemment que cet HLA soit un HLA commun. Plus l'HLA est commun dans la population, plus son effet sur l'âge d'apparition, de retarder l'âge d'apparition du cancer est important. Donc on a une notion ici qui est une modulation de la pénétrance du phénotype par la capacité du patient de proposer, de développer une reconnaissance immunitaire du variant. Et donc cet effet, il est très visible sur un certain nombre de cancers, il est très visible sur les ostéosarcomes. Vous voyez que l'âge des ostéosarcomes est shifté, déplacé vers l'âge adulte chez les porteurs en fonction de la présence d'un HLA. C'est également très vrai sur les sarcomes des tissus mous, mais ce n'est pas du tout net sur les corticosurrénalomes, donc ce sont dans les cancers les plus précoces chez l'enfant, qui n'ont pas du tout l'air d'être affectés par la prédiction de cette réponse immunitaire. Donc on a des mécanismes d'atténuation dans le LFS, avec des formes, je dirais des mécanismes, on a des tumeurs qui sont, des mécanismes d'atténuation qui sont liés aux caractéristiques des mutants ou qui peuvent être liés à la présence d'une réponse immunitaire. Et parmi ces mécanismes d'atténuation, certains cancers y sont plus sensibles, tels que les cancers des tissus mous, les tumeurs du cerveau, les ostéosarcomes en particulier, et d'autres y sont moins sensibles, c'est notamment le corticosurrénalome et le cancer du sein. Et pour terminer, je voudrais mettre une perspective sur un aspect de prévention du syndrome de Li-Fraumeni. Il y a maintenant il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans, nous avons publié cette première observation basée sur une cohorte brésilienne de Li-Fraumeni qui est tout à fait particulière et dans laquelle nous avons remarqué qu'un certain nombre d'individus présentaient des caractéristiques métaboliques importantes, avec notamment des marqueurs de dommages oxydatifs détectables dans le sang. L'année suivante, une étude développée au NCI a montré qu'il y avait de fait une augmentation du métabolisme oxydatif visible chez des patients Li-Fraumeni. Et cette augmentation du métabolisme oxydatif, elle se traduit de façon même visible en termes d'activité métabolique par le fait notamment qu'il y ait une forme de performance physique qui est plus importante chez les individus porteurs d'une mutation de P53 et en particulier, par exemple, comme le montre le graphique en haut, leur temps de récupération musculaire et de reconstitution de la phosphocréatine après effort est plus court que celui d'individus non porteurs. Donc il y a vraiment une caractéristique métabolique mesurable. Elle a été modélisée, je pense, diapositive suivante, il manque une diapositive. Oui. Elle a été modélisée dans des modèles de souris. Je pense que j'en ai, oui c'est ça, j'en ai les éléments ici en bas, dans des modèles de souris qui montrent qu'il y a une respiration mitochondriale plus importante dans des cellules, notamment dans les lymphocytes et dans les myoblastes chez la souris, qui sont associés à la présence du portage d'une mutation de P53. Dans le laboratoire, nous sommes intéressés par le fait d'essayer de comprendre les bases de ce métabolisme et nous travaillons avec des cellules primaires, des fibroblastes primaires dérivés de patients Li-Fraumeni. Et voici ici une étude en cours que nous menons avec Bénédicte Elena, qui est une spécialiste de l'ARMN, qui permet de montrer que le métabolisme, que l'on peut vraiment distinguer les caractéristiques métaboliques de cellules Li-Fraumeni en bleu, de cellules par rapport à des fibroblastes normaux. Et une des signatures de cette différence-là, c'est le shift du métabolisme, d'un métabolisme qui est dominé par la production de lactate dans les cellules normales, vers un métabolisme qui est dominé par la production de formate dans les cellules Li-Fraumeni, ce qui est une signature d'une modification du catabolisme des acides aminés et de l'utilisation des acides aminés pour activer le fonctionnement de la mitochondrie. Et donc on a l'idée de dire qu'il y a un métabolisme hyperactif, mitochondrial hyperactif, qui est lié notamment au catabolisme et à l'utilisation des acides aminés, en particulier de la voie de la glutamine.
Donc c'est très intéressant et ça permet d'envisager d'éventuelles approches métaboliques pour essayer de moduler le syndrome de Li-Fraumeni, et c'est quelque chose qui est déjà en cours actuellement, avec la proposition d'utiliser la metformine, qui est une vieille molécule utilisée depuis longtemps pour la régularisation, pour régulariser le traitement du diabète précoce. Et la metformine a comme caractéristique qu'elle cible le complexe 1 de la chaîne mitochondriale et qu'elle a un effet d'atténuation du métabolisme mitochondrial. C'est comme ça qu'elle opère de façon primaire. Et donc des résultats, mais très limités, que vous voyez ici à droite dans les modèles de souris, montrent que le traitement de souris modèle de Li-Fraumeni à la metformine permet de retarder l'apparition des tumeurs. Et donc sur cette base-là, un essai clinique est actuellement en cours, qui est l'essai MILI, qui vise à inclure des patients et à proposer la metformine, qui est une molécule dont la tolérance est maintenant très très bien connue, et de déterminer si elle pourrait avoir un effet sur la régularisation du métabolisme et sur la protection contre l'apparition des cancers dans le Li-Fraumeni. Donc essai en cours, il y a encore, les inclusions sont en cours pour le moment, comme vous voyez. Je crois que ce résultat d'inclusion date de février, donc on est encore au début du test. Alors pour conclure, vers quoi avance-t-on ? Vers une vision intégrative de la surveillance du Li-Fraumeni, dans lequel la meilleure connaissance des variants, du type de variant et de la prédiction de ses effets, le repérage éventuellement d'une réponse immunitaire et la possibilité de la moduler pourrait permettre d'assigner des patients à des groupes de risque plus précis. L'intégration de la biopsie liquide, pour laquelle on a maintenant un certain nombre d'éléments qui montrent que notamment un certain nombre de signatures épigénétiques peuvent être détectées dans le sang et pourraient permettre d'améliorer la prédiction du risque d'apparition de cancer. L'intégration évidemment et la rationalisation des approches de surveillance pourrait permettre de mieux suivre le syndrome et d'en assurer la détection précoce et la surveillance peut-être d'une façon aussi plus légère et plus supportable pour le patient. Et puis derrière ça, la possibilité de développer des approches pour atténuer le syndrome en modulant le métabolisme, en utilisant l'immunogénicité comme levier peut-être pour faire de la prévention, et puis en connaissant de façon plus précise quels sont les mécanismes qui sont activés par ces caractéristiques fonctionnelles des variants, telles que ces caractéristiques métaboliques ou épigénétiques, et en étant capable de les cibler. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci donc aux gens de mon équipe, Émilie sur le travail des clusters intégratifs, avec Nathanaël Monnier, Déborah qui travaille sur les variants de Splice, mes collègues avec lesquels nous avons travaillé sur l'immunogénicité, et Claire Frécon qui est une pédiatre qui travaille sur la caractérisation des phénotypes et sur le fait d'essayer d'analyser l'impact des différents variants sur les protocoles de surveillance, puis nos collaborateurs internationaux et évidemment les familles Li-Fraumeni avec lesquelles nous travaillons étroitement et qui sont à la base de tout ce travail. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation qui ouvre des perspectives pour les patients atteints de syndrome de Li-Fraumeni. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, il y en a. Oui, merci pour cette très belle présentation, très intégrée, avec toute la partie moléculaire et puis la partie patient qui était vraiment magnifique. J'ai deux questions. La première correspond en fait aux premières diapositives que vous avez présentées, où on voit que les patients plus âgés diminuent leur risque de cancers globaux par rapport à la population globale, et de savoir si c'est corrélé avec ce que vous avez présenté par rapport au lien épissage versus réponse immunitaire, ou s'il y a d'autres facteurs qui sont certainement derrière. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième concerne plus particulièrement le corticosurinalome. On voit qu'effectivement, par rapport à la composante immunitaire, c'est un cancer qui ne répond pas. Et vraisemblablement parce que c'est une tumeur relativement froide, due à la production de glucocorticoïdes, etc. Et je voulais savoir si dans les cancers pédiatriques de P53, il existait le dimorphisme sexuel d'incidence de ce cancer qu'on voit chez l'adulte. Donc, premier élément de réponse sur cette question
d'une différence du nombre de cancers, enfin de l'incidence de cancer chez les patients les plus âgés, et sur la possibilité peut-être d'un phénotype plus favorable, de vieillissement plus favorable chez les patients l'iphroménie. Très peu d'observations sont des observations d'abord, dans la situation que Marie décrit, ce sont des maladies relativement rares, donc des petites cohortes qui sont centrées sur l'étude de patients et de familles pour lesquels la première observation et la première chose qui frappe évidemment, c'est l'attrition liée au cancer très tôt dans la vie. Donc finalement, on a relativement peu de patients dans ces cohortes, dans ces groupes d'âge relativement plus élevés. Les études que j'ai données viennent de l'analyse d'une base de données mondiale de mutations de P53 et des phénotypes l'iphroménie que j'ai commencé à mettre en place dans les années 90, qui sert toujours de référence mondiale actuellement. C'est une donnée de base qui est dans le domaine public. Maintenant, pour donner un élément de réponse plus précis, ce qui nous a lancé là-dessus, c'est le suivi d'une cohorte très particulière au Brésil, où il existe un effet fondateur pour une mutation de P53, avec de 0,1 à 0,2% de la population du sud du Brésil qui porte cette mutation-là. Ça représente des centaines de milliers de porteurs. Et donc, dans cette population-là, nous avons des cohortes de type épidémiologique de l'iphroménie avec un suivi. Et en plus, comme la mutation est de pénétrance relativement faible, moyenne en tout cas, on a pas mal de patients qui passent l'âge de 50 ans sans développer de cancer. Et nous voyons chez ces patients des phénotypes de vieillissement favorables, y compris une survie plus longue, ils vivent plus longtemps, premièrement, et deuxièmement, sur le plan moléculaire, un retardement de l'érosion des télomères. Donc il se passe quelque chose indiscutablement. Et alors comment rationaliser ça sur le plan biologique? Ça revient peut-être à une des premières diapositives que je vous ai montrées sur le fait qu'on a des tumeurs très différentes lorsque P53 est muté de façon somatique ou quand on a une mutation germinale. Il y a certainement un effet sur la dynamique et le renouvellement des cellules souches, dirais-je, chez les tissus de ces patients, avec peut-être sur un versant une dynamique de cellules souches qui favorise certaines formes de tumeurs pédiatriques, et sur l'autre versant une dynamique de cellules souches qui favorise le maintien d'une compétence tissulaire et le renouvellement des tissus plus tard dans la vie chez ces personnes. Voilà, donc ça c'est un élément. Sur le dimorphisme sexuel, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais on a des fréquences, l'iphroménie, on en a chez les garçons et chez les filles, mais de façon générale, le risque est un petit peu plus élevé chez les garçons, en particulier à cause des tumeurs du cerveau et des sarcomes, mais sur certains, alors je laisse de côté les cancers du sein évidemment, mais sur certains cancers spécifiques, en particulier sur le corticosurrénalome, c'est en majorité chez les filles. Donc il y a des différences de fait liées au sexe. J'avais deux questions. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour les deux belles présentations qu'il y a eu sur le sujet. Donc moi, je suis immunologiste, donc ça va se concentrer là-dessus. Et donc Pierre, je voulais te demander si l'observation que tu fais avec les molécules de classe 1, donc classe 1, on imagine que ça stimule les CD8, donc les réponses cytotoxiques. Est-ce que tu l'observes aussi sur les classes 2 ? Est-ce que tu as regardé si tu pouvais associer le même phénomène, bien que ce soit beaucoup plus compliqué vu la taille des peptides, mais est-ce que vous avez essayé de regarder une association classe 2 variant ? Alors, je serais très heureux de faire appel à tes compétences pour que tu nous aides à regarder ça. Pour être très juste par rapport à qui a fait ce travail, toute cette prédiction antigénique a été faite par Olivier Manche, qui est un de vos collaborateurs à l'EFS. C'est une collaboration entre l'équipe de l'EFS et nous. Et donc, nous avons exploité les données sur les classes 1, parce que là, nous avons des données, je dirais, numériques, en tout cas, nous avons une métrique qui est assez simple à exploiter. Sur les données de classe 2, la situation est beaucoup plus confuse. On a des données de classe 2 qui sont essentiellement liées à la prédiction de la similarité par rapport à des antigènes viraux, bactériens, etc., qui peuvent être évocateurs de l'existence de récepteurs aux cellules T, en fait, de cellules T qui seraient capables de reconnaître le variant. Et ces données-là sont beaucoup plus éclatées, en fait. On a un certain nombre de variants pour lesquels on a des associations avec une prédiction de classe 2, mais on a aussi beaucoup de variants pour lesquels on n'a pas ces éléments-là, en tout cas dans les données que nous avons pu collecter jusqu'à présent, nous avons pu mettre en place jusqu'à présent, et pourtant, les données classe 1 sont toujours prédictives, même en absence de données classe 2 solides.
Donc c'est tout à fait, pour moi c'est un point d'interrogation d'ailleurs sur le fait d'essayer de comprendre quelle pourrait être exactement la nature de cette réponse immunitaire et la façon dont elle opère, parce que de fait les données de classe 2 ne sont pas prédictives, il n'y a que les données de classe 1. En fait je pense que l'initiation des réponses, ça c'est connu pour les classes 2 et les CD4, peut être variable et stimuler, disons, favoriser un développement d'une réponse qui est ensuite classe 1 et qui est beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce qui stimule les CD4, ce ne soit pas forcément lié au Fra-Homénie, mais ça peut être à l'environnement, à des antigènes autres, infectieux, qui peuvent favoriser la première réponse et ensuite initier la différenciation des lymphocytes cytotoxiques. Et juste, j'avais une question pour le docteur Castet qui me vient après. Donc, je ne connais pas du tout les tumeurs pédiatriques. La question que je me posais, c'est savoir si les tumeurs pédiatriques en général, c'était des tumeurs froides, justement, pour faire le lien avec la question précédente. Ou j'imagine qu'il y a des macrophages comme dans toutes les tumeurs, mais en ce qui concerne les cellules T spécifiques, est-ce qu'elles infiltrent les tumeurs pédiatriques? Est-ce qu'il y a une généralité ou pas? Alors, c'est des tumeurs effectivement froides, donc en tout cas relativement froides. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que il y avait tout ce phénomène de maturation du système immunitaire qui a encore lieu durant la période post-embryonnaire, qui crée des différences entre les populations de moins de 10 ans et de plus de 10 ans. Donc, c'est des choses qu'on est en train de prendre en compte, c'est-à-dire la dynamique évolutive du système immunitaire et ses conséquences sur l'infiltrat immunitaire tumoral en fonction de l'âge. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on commence à travailler. Pour l'instant, ce qui est connu, c'est que ce soit effectivement essentiellement les macrophages qui infiltrent ces tumeurs et que ce soit assez pauvre en lymphocytes T et dans tous les autres types de systèmes de cellules immunitaires. Mais je pense que ça sera nuancé avec ces nouvelles études qui arrivent sur l'âge, parce que pour l'instant c'est une vision assez globale et que dans le détail, je pense qu'on va avoir peut-être des leviers qui vont arriver, notamment sur le plan thérapeutique, de ces caractérisations plus précises en fonction de l'âge du patient. Merci. Pierre, je me permets de poser une question juste ici. Je trouve fascinant cette histoire de P53 qui protège contre le cancer avec l'âge par rapport au cancer pédiatrique. Donc, en général, quant à ça, c'est une signature d'un système dynamique et donc il y a un autre élément qui va interagir avec P53 et de façon simple, quand on voit le lien avec le métabolisme, est-ce que vous pensez qu'il y a des co-corrélations, des co-évolutions de mutation de P53 avec l'axe mTOR-AMPK, l'axe énergétique, qui serait en lien pour expliquer ce type d'inversion de processus? Alors, merci pour la question. Une question très complexe, mais la réponse globale est il y a certainement des corrélations et des coévolutions entre les allèles de P53 et les voies de régulation du métabolisme. C'est un des aspects, j'en ai pas parlé ici, mais c'est un des aspects sur lesquels nous travaillons pour le moment. C'est, je dirais, la grande complexité protéomique de P53 qui est loin d'être aussi simple que la protéine unique que l'on montre actuellement. Il y a de très très nombreux isoformes de P53 et ces isoformes sont extrêmement connectés à des régions du gène P53 qui définissent des haplotypes extrêmement différents d'une population à l'autre. Donc il y a des régions, une région de P53 qu'on identifie comme étant une boîte de diversité qui contient de très nombreux polymorphismes reliés les uns aux autres, donc qui définit des blocs haplotypiques qui différencient fortement, par exemple, les populations d'origine africaine, d'origine asiatique et caucasienne. Et donc, on a des formes de P53 qui sont différentes. Maintenant, ce que nous savons aussi, c'est que les allèles, les haplotypes de P53 qui portent des mutations dans l'ifroménie, c'est pas n'importe lequel. C'est typiquement les haplotypes de type caucasien. Nous avons d'ailleurs relativement moins de l'ifroménie dans les populations asiatiques. Et alors là, il y a évidemment des biais de recrutement, mais nous avons très très peu ou quasi pas de l'ifroménie dans des populations d'origine africaine. Il n'y a pas un seul l'ifroménie détecté sur le continent africain pour le moment, et il y en a très très peu dans les populations
d'origine des populations afro-américaines. Donc il y a des biais, il y a vraiment un biais génétique lié à la nature des haplotypes de P53. Et ce que nous savons également, c'est que ces différents haplotypes sur le plan génétique régulent les composants, je dirais les effets métaboliques de P53 ne sont pas régulés de la même façon par ces différents haplotypes. Donc voilà, on a ces différents éléments qui correspondent probablement à une coévolution, enfin à une évolution de différents allèles de P53 dans des contextes de population humaine et d'environnement climatique, etc., qui pouvaient être différents d'une région à l'autre. Donc on a tous ces éléments-là qui sont pour le moment à relier, mais qui constituent probablement un background génétique très très important sur la façon dont les allèles de P53, les haplotypes de P53 ont évolué au cours de l'histoire des populations humaines. Le système est très complexe tel que je constate, mais une question simple. Vous avez parlé du métabolisme oxydatif. Est-ce que vous le liez à l'hypoxie tout simplement de la cellule? Et si oui, on sait bien que l'hypoxie c'est un acteur de l'invasion. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Sur dans l'ifroménie, non, je n'ai pas de données particulières là-dessus, non. Plus de questions? Alors j'aurais une petite question, moi, pour clôturer cette session. Alors, je vais reprendre ma casquette de clinicienne, entre guillemets, sur les mutations P53. Donc dans les leucémies, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, les mutations P53 chez des patients dont on ne savait pas le statut muté, se présentent souvent sur des formes de leucémie aiguë lymphoblastique hypodiploïde, donc avec un nombre de chromosomes extrêmement faible, et on sait par expérience et par publication que c'est chez ces patients qu'il faut aller rechercher une mutation de P53 somatique tout d'abord, et si malheureusement elle est positive, dans un cas sur deux, on aura une mutation constitutionnelle. Chez ces patients, finalement, qui vont plutôt bien répondre au traitement de première ligne, mais qui vont avoir un risque de rechute élevé, chez qui on ne va pas vouloir aller faire d'allogreffe, en tout cas pas avec un conditionnement par TBI à cause du risque de second cancer, tissu mou, etc. Finalement, par rapport à ce que vous nous présentez sur les variants, sur la réflexion sur quel est le risque de ces enfants, qui sont effectivement souvent des adolescents, de développer un second cancer, quel serait votre conseil au jour d'aujourd'hui chez un patient chez qui on découvrirait un syndrome de l'ifroménie sur une ALL hypodiploïde? Alors, je pense que, je suis extrêmement prudent sur tous ces aspects-là. Évidemment, je pense que la question de la prise en charge thérapeutique et de commencer à distinguer une prise en charge thérapeutique, l'ifroménie des autres, etc., je pense que ce serait extrêmement risqué. Maintenant, les classifications de variants que nous avons développées, on les a développées et on les a cartographiées sur l'ifroménie. Mais évidemment, les mêmes classifications de variants peuvent être utiles hors du contexte de l'ifroménie. Et donc, nous sommes en train de commencer à la déployer sur d'autres cancers et à regarder comment nos différentes classes de variants peuvent éventuellement prédire ou être associées à différentes sous-formes de différents cancers. Et donc, je pense que dans le cas des leucémies hypodiploïdes, les classes de variants que nous avons pourraient certainement aider à séparer à l'intérieur de ces catégories-là peut-être des patients qui auraient des trajectoires différentes. Et donc ça nous intéresserait beaucoup d'ailleurs d'avoir accès à des données qui nous permettraient de regarder ça de façon plus précise. Nos classifications sont maintenant publiques et nous serons évidemment heureux de les mettre à la disposition d'autres qui auraient des données plus précises à examiner. Mais je pense que de fait, les variants, la prédiction des effets des variants pourrait peut-être aider à stratifier et à peut-être être un prédicteur de réponse ou de rechute, en particulier chez ces patients-là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour des questions. Je ne peux que remercier mes deux orateurs pour ces deux formidables présentations qui étaient extrêmement riches, et puis l'auditoire pour les questions et les échanges. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation et un bon café. Et merci encore à mes deux orateurs. On
on continue, hein, restez bien avec nous. On a encore les présentations flash des deux prochains speakers. Donc, que je retrouve mes notes dans l'ordre. On a d'abord Émilie Plantamura, s'il vous plaît. Émilie Plantamura est directrice médicale adjointe chez MAD Pharma Lyon. Et donc, je vais vous charger votre présentation tout de suite. Attendez. Ok, ça marche comme ça. Et là, c'est le pointeur, j'imagine. Si, ça marche bien. Ah, le pointeur. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Plantamura, je représente la société MAD Pharma. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait des résultats de notre programme d'accès compassionnel avec notre produit MAD13, qui est un produit de microbiothérapie fécale, donc de produit à base de selles de donneurs sains, dans la maladie du greffon contre l'hôte, Graft versus Host Disease, que je vais appeler GVHD. Donc tout d'abord, quelques mots en fait, sur la pathologie. En fait, nous nous intéressons aux patients qui ont des cancers hématologiques, type leucémie, aiguë, myéloïde, etc., et qui vont recevoir, dans le cadre de leur traitement, une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Le problème dans ces cas-là, c'est que le système immunitaire du donneur, donc par le biais de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques, va attaquer l'hôte. Et donc le patient va développer une graft versus host disease, donc maladie du greffon contre l'hôte. Et les cellules du système immunitaire qui va être greffé chez ce patient vont attaquer en particulier dans sa forme aiguë trois organes en particulier, donc le tractus gastro-intestinal, le foie et la peau. Et donc les manifestations cliniques, ça se traduit au niveau gastro-intestinal par des douleurs abdominales sévères, des diarrhées très très importantes qui peuvent aller jusqu'à 2 voire 4 litres par jour de diarrhée. Au niveau du foie, des anomalies, des marqueurs hépatiques, et puis au niveau de la peau, un rash cutané qui peut être très 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 étendu et avoir des conséquences très très dramatiques. Chez ces patients-là, en fait, on a des outcomes cliniques qui sont assez graves selon le degré de sévérité et l'atteinte des organes, en particulier chez les patients qui développent la maladie du greffon contre l'hôte au niveau intestinal. Et le traitement actuel aujourd'hui constitue en première ligne les corticoïdes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une greffe de cellules souches hématopoïétiques, environ 50% des patients vont développer une GVH. Sur ces patients-là, on va donner des corticoïdes en première ligne et ces patients-là vont répondre ou non à ce traitement. Et on sait qu'à peu près 40-50% des patients ne vont pas répondre aux corticoïdes. Et récemment, il y a eu un nouveau traitement qui a été approuvé en 2022 en Europe, c'est le ruxolitinib. Et donc ce traitement-là a permis de soigner les patients qui étaient réfractaires aux corticostéroïdes. Malheureusement, le ruxolitinib ne marche pas chez tous les patients, et en particulier chez les patients qui ont la GVH digestive. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de traitement qui est approuvé à ce jour. Et donc les patients en troisième ligne n'ont pas de solution thérapeutique et ont clairement un besoin médical important, puisqu'il y a une étude qui a montré que chez ces patients-là qui reçoivent ce qu'il y a de disponible, en fait, c'est-à-dire des molécules qui sont utilisées off-label, eh bien, ces patients-là, en fait, ont une survie qui est dramatique, c'est-à-dire qu'ils ont 15% de survie à 1 an. Donc, c'est vraiment des patients qui meurent très vite et qui sont très sévères. Et donc, chez MAD Pharma, on avait développé le produit MAD13, donc produit de microbiothérapie fécale, qui a la caractéristique d'être poolé. En fait, comme vous le savez, le microbiote intestinal, il est assez particulier à chaque individu. Et dans le but d'augmenter la diversité, donc le nombre de bactéries présentes dans notre produit, pour permettre en fait une sorte de compatibilité universelle avec les patients, nous avons développé un produit poolé. Donc nous prenons les selles de plusieurs donneurs sains que nous mélangeons et nous obtenons un produit qui est très enrichi par rapport à un microbiote d'un donneur unique. Et en plus, l'avantage de ce procédé permet de standardiser en fait la composition du produit. On arrive donc à standardiser le nombre de bactéries par lot, et on arrive aussi à standardiser, à avoir le moins de différences possibles entre les différents lots en termes de composition. Donc ce produit, en fait, il est
présentés sous forme de poches de 150 ml qui sont conservées à moins 80 degrés. Et le traitement consiste à 3 doses administrées à 1 semaine d'intervalle. À ce jour, on a plusieurs essais cliniques. On a eu plusieurs essais cliniques dans le cadre de cette maladie. Donc, on a eu une première phase 2 qui a été une preuve de concept chez ces patients-là. Et on a une phase 3 qui est actuellement en cours et qui, justement, veut démontrer l'efficacité de ce produit dans cette maladie. Et en fait, quand on a lancé nos essais cliniques, on a eu beaucoup de demandes de médecins qui nous ont dit, écoutez, mon patient n'est pas éligible à vos essais cliniques. On voit que votre produit a des effets bénéfiques chez nos patients. Est-ce qu'on pourrait utiliser votre produit en dehors des essais cliniques? Donc pour cela, on a développé un programme d'accès compassionnel en discussion avec l'ANSM. Donc c'est un programme qui est autorisé par l'agence. Et puis de plus en plus, on a reçu des requêtes en dehors de France, donc partout en Europe, et puis même en dehors de l'Europe à ce jour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les résultats de ce programme d'accès compassionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, ce programme d'accès compassionnel, il est régulé par l'ANSM, donc ça nous permet de collecter des informations cliniques, à la fois d'efficacité, mais également de sécurité. Et puis, tous les 6 mois, on doit faire un rapport à l'ANSM pour présenter nos données, et on doit le partager aussi, ces données, avec les médecins qui prescrivent notre médicament. Je vais vous passer sur les critères d'inclusion, mais globalement, en fait, c'est des critères d'inclusion qui sont assez larges et qui permettent d'inclure des patients qui ne sont pas éligibles à nos essais cliniques. Et bien entendu, la priorité est donnée à nos essais cliniques en termes de recrutement. Si on reçoit une demande d'un patient qui pourrait être éligible à notre essai clinique, on discute avec le médecin pour voir s'il y a possibilité de l'inclure. Donc je vais passer rapidement sur les caractéristiques, mais vous pouvez voir qu'on a des données en fait depuis 2018 sur 154 patients traités. Donc ici on a, je vais passer sur les détails, mais vous voyez que c'est des maladies du greffon contre l'autre qui sont soit cortico-réfractaires, soit corticodépendantes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sevrer les corticoïdes chez ces patients-là. En termes de réponse, en GVHD, en fait, on va regarder la réponse au traitement à 28 jours après l'administration du produit. En fait, c'est un critère qui est assez tôt, puisque comme vous le savez, les patients GVHD peuvent mourir très vite, et donc on a besoin d'avoir un critère d'évaluation très rapide après l'administration pour pouvoir après changer si nécessaire de traitement. Et donc, on a regardé la réponse au niveau de l'intestin, donc gastro-intestinal, et on a vu que 51% des patients atteignaient une réponse, avaient une amélioration des symptômes cliniques au niveau digestif. En particulier, 30% de patients avaient une réponse complète, c'est-à-dire plus du tout de symptômes. 15% avaient ce qu'on appelle une VGPR, une très bonne réponse partielle. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on avait aussi des effets sur les autres organes. C'est-à-dire que même si notre but était initialement de traiter l'intestin, on avait également aussi des effets sur les symptômes cutanés et hépatiques. Et ce qui est important de voir, c'est que, en termes de survie, on a pu démontrer que chez ces patients-là, on avait 47% de survie à 1 an, et en particulier chez ceux qui obtiennent une réponse clinique à J28, vous pouvez voir que les répondeurs, en fait, ça se traduit par un impact bénéfique sur la survie, puisqu'on a 68% de survie à 1 an versus 24% chez les patients qui ne répondent pas au produit. Et on voit que les données à long terme, jusqu'à 3 ans, sont assez importantes. Et puis, on a regardé en particulier les patients qui ont reçu MAT13 en 3e ligne, c'est-à-dire après les corticoïdes et le ruxolitinib, le 2e traitement approuvé. Et vous pouvez voir que les réponses sont encore meilleures, puisqu'on voit qu'on a encore plus de réponses complètes chez ces patients-là, à J28 au niveau gastro-intestinal et au niveau de la réponse globale. Et on voit aussi que les données de survie sont plutôt très très encourageantes, avec notamment 49% de survie à 1 an. Et rappelez-vous, au début, je vous ai dit que ces patients-là avaient 15% de survie à 1 an. Donc là, on a vraiment un bénéfice important, et c'est ce qu'on essaye de démontrer avec notre essai clinique de phase 3. Je vous passe parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais en gros, on a publié les premiers résultats de notre essai clinique de phase 3. Il est toujours en cours, on attend la survie globale, mais déjà on voit des signaux très très positifs, avec 62% de réponse au niveau intestinal et 64% de réponse
au niveau des autres organes. Au niveau, donc c'est vraiment très encourageant. Et au niveau de la survie, on confirme, donc dans le cas d'un essai clinique, on confirme nos résultats de données de vie réelle. Donc voilà, on est très content de ces résultats. On espère pouvoir déposer une autorisation de mise sur le marché dans les prochains mois. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez beaucoup plus de, voilà. Si vous avez des questions, on a aussi un poster et je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup. On va prendre une toute petite question s'il y en a une, sinon il faut qu'on passe à la suite. On a pris un peu de retard. Rapide, Sylvain. Alors, très rapide, est-ce que vous avez des informations sur le microbiote résident avant traitement par rapport aux patients répondeurs, non répondeurs, et est-ce qu'il y a un lien sur cette composition? Oui, tout à fait. On a analysé le microbiote des patients avant administration et puis après. Donc déjà, ce qu'on voit, le microbiote des patients GVHD, il est vraiment dysbiotique et vraiment on a une perte de richesse et de diversité bactérienne qui est très très importante. Donc on a vraiment un microbiote très, très altéré. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on a une ministre MAT13, chez les patients qui répondent, on a un meilleur engraffement, c'est-à-dire qu'on retrouve plus d'espèces du produit chez les patients qui répondent versus ceux qui ne répondent pas. Ceux qui ne répondent pas, on dirait qu'ils sont un petit peu réfractaires, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que les bactéries ne colonisent pas finalement l'intestin des patients. Et donc on a vraiment vu une association entre engraffement des bactéries du produit et réponse clinique. Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouve tout à l'heure à la table ronde microbiote pour plus de questions. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Benoît Aligné, qui est oncologue radiothérapeute au Centre Léon Bérard et également doctorant. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup au Clara et au comité scientifique de me donner l'opportunité de présenter les résultats préliminaires de l'étude interventionnelle SARC-anti-IRM. Alors vous voyez ce titre, IRM multiparamétrique quantitative. On s'intéressait en fait à la caractérisation prospective des sarcomes des tissus mous, à la prédiction de la réponse à la radiothérapie et à la corrélation de ces résultats avec l'immunofluorescence multiplex. Alors vous imaginez bien qu'avec un titre comme ça, on a travaillé à plusieurs, et donc on a travaillé main dans la main entre cliniciens, plateformes, équipes de soutien de la recherche et chercheurs du Centre Léon Bérard, du CRCL et du Centre de recherche en imagerie Creatis pour s'intéresser à une problématique. Il faut savoir que les sarcomes des tissus mous, alors on se situe ici chez l'adulte, plus en pédiatrie, mais peut-être à l'avenir. Les sarcomes des tissus mous, ce sont des tumeurs rares qui sont hétérogènes, relativement volumineuses, et sans facteur prédictif de réponse connu. Quand on fait des biopsies, on analyse sur une tumeur de 30 cm une toute petite zone, et on sait qu'en revanche, dans de nombreuses pathologies, l'hypoxie est un facteur important de radiorésistance, sauf qu'en pratique clinique, on n'a pas de moyen de l'évaluer. D'où l'objectif de cette étude, évaluer la faisabilité et l'intérêt prédictif d'un protocole d'IRM multiparamétrique quantitative innovante avant et après radiothérapie néoadjuvante, valider les résultats et analyser en plus le micro-environnement immunitaire par immunofluorescence multiplex. Alors on a développé tout d'abord un protocole d'IRM multiparamétrique quantitative avec 3 séquences sans injection d'agent de contraste qui durait moins d'1 quart d'heure, et on a créé un logiciel de traitement et de correction des données qui a été récemment breveté. On a ensuite, main dans la main avec la plateforme d'anatomopathologie recherche du CRCL, développé 2 panels pour étudier à la fois la présence de cellules hypoxiques, des vaisseaux, mais aussi des cellules immunitaires intratumorales. On a pu inclure 16 patients avec un sarcome des tissus mous des membres et du tronc. 3 ont malheureusement dû être exclus. Et le protocole d'IRM multiparamétrique quantitatif s'est avéré faisable dans 100% des cas. Vous avez ici quelques exemples d'imagerie qu'on a pu obtenir qui sont particulièrement intéressantes. Avec ces 3 séquences, on obtient 12 cartographies quantitatives intéressantes au diagnostic mais aussi au suivi.
Parce que, effectivement, on voit des variations significatives avant et après radiothérapie néoadjuvante, avec une quantification finalement de la diminution de cellularité et du degré d'oxygénation tumorale. On voit que l'un des paramètres a une tendance très forte à prédire le pourcentage de cellules vivaces qu'on retrouve après traitement, et que les paramètres obtenus avant chirurgie sont effectivement corrélés à ce qu'on peut observer sur la pièce opératoire. Alors, vous avez ici, pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières, un exemple de données obtenues en immunofluorescence multiplex sur le panel 2. Et donc, on a finalement confirmé le caractère relativement peu hypoxique de ces sarcomes, le fait que c'était des tumeurs effectivement bien vascularisées. Et puis, on a pu analyser le micro-environnement immunitaire, qui était jusqu'à maintenant relativement peu connu, avec un faible infiltrat de lymphocytaire B, un infiltrat lymphocytaire T, des cytotoxiques et surtout des macrophages. Et puis, point d'intérêt, un facteur différenciant, à savoir qu'on avait des lymphocytes NK qu'on retrouvait avec une forte proximité dans les liposarcomes myxoïdes et pas dans les leiomyosarcomes, alors que les leiomyosarcomes, eux, avaient un infiltrat en lymphocyte T régulateur qu'on ne retrouvait pas dans les liposarcomes myxoïdes. Donc pour conclure, comme vous l'avez compris, ce protocole d'IRM multiparamétrique quantitative est réalisable chez les patients avec sarcome des tissus mous, mais finalement maintenant on a poursuivi le développement et on peut l'utiliser dans d'autres pathologies. Certains paramètres pourraient avoir un intérêt prédictif. On est dans le cadre de tumeurs qui sont relativement peu hypoxiques et avec un micro-environnement immunitaire qui est variable. D'où des opportunités de recherche qui sont assez importantes. Comme je vous le disais, un élargissement des indications de notre protocole d'imagerie, des études de personnalisation, alors personnalisation de radiothérapie certes, mais personnalisation de traitement systémique aussi, et puis finalement des résultats préliminaires intéressants pour orienter les études d'immunothérapie qui seront sans doute à venir sur ces tumeurs. Alors, je tiens à remercier les différents soutiens et tout particulièrement le CLARA, ainsi que la Ligue contre le cancer et son comité de la Loire. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir d'échanger autour d'un café ou de mes posters 15 et 31.